Imaginez un seul instant, un Premier ministre africain qui, le même jour, prend la parole devant les chefs d'État du continent à Addis Abeba pour défendre la souveraineté de son pays, pendant que chez lui, son gouvernement ouvre le dialogue avec les syndicats de l'éducation, reçoit le soutien spontané des guides religieux et gère les urgences sociales sur le terrain. Ce n'est pas un scénario de fiction. C'est exactement ce qui s'est passé le 14 février 2026 au Sénégal. Et ce que je vais vous révéler dans cette analyse va vous faire comprendre pourquoi Ousmane Sonko est en train de redéfinir les règles du jeu politique, non seulement au Sénégal, mais sur tout le continent africain. Restez jusqu'à la fin, parce que les détails que je vais vous livrer, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Commençons par ce qui se passe à Addis Abeba. En Éthiopie, le 39e sommet de l'Union africaine s'ouvre et parmi les dirigeants présents, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, occupe une place de premier plan. Alors, certains pourraient se demander, pourquoi est-ce si important ? Après tout, le Sénégal a toujours participé au sommet de l'Union africaine. Sauf que cette fois-ci, la donne est radicalement différente. Ce n'est plus la diplomatie de façade, la diplomatie des sourires et des photos de famille auxquelles l'ancien régime nous avait habitués. Non. Ce que fait Ousmane Sonko à Addis Abeba, c'est ce que les analystes appellent une diplomatie de présence. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'être là pour représenter le Sénégal de manière protocolaire, il est là pour peser, pour influencer les décisions, pour repositionner le Sénégal comme un acteur incontournable de la géopolitique africaine. Pendant des années, sous l'ancien régime, la voix du Sénégal s'est progressivement effacée sur la scène continentale. Notre pays, qui a toujours été un pilier de la diplomatie africaine, s'était retrouvé à jouer les figurants pendant que d'autres nations occupaient l'espace. Ousmane Sonko met fin à cette ambiguïté internationale, en prenant part activement aux discussions sur les crises sécuritaires régionales, en affirmant des positions claires sur la souveraineté des peuples africains. Le Premier ministre envoie un signal fort à l'ensemble du continent. Le Sénégal est de retour. Et il est de retour avec une vision, une doctrine, une colonne vertébrale. Ce n'est pas anodin. Rappelez-vous du contexte. L'ancien président Macky Sall gravite autour des institutions internationales, notamment l'ONU. Et certains observateurs y voyaient une tentative de maintenir une influence résiduelle sur la scène diplomatique. La réponse d'Ousmane Sonko est magistrale. Plutôt que de polémiquer, il occupe le terrain. Il se rend là où les décisions se prennent, il parle au nom du Sénégal avec l'autorité que lui confère son mandat populaire. Et le message est limpide, il n'y a qu'une seule voix du Sénégal, et cette voix, c'est celle du peuple souverain représenté par ses dirigeants légitimes. Maintenant, pendant que le Premier ministre défend les intérêts du Sénégal à l'international, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays? Et c'est là que l'analyse devient vraiment fascinante, parce que la marque de fabrique de ce gouvernement, c'est sa capacité à gérer simultanément plusieurs fronts sans jamais perdre le cap. Prenons le dossier de l'éducation. C'est un sujet brûlant, on le sait tous. Les tensions entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement ont marqué l'histoire récente du Sénégal. Chaque année, c'est le même scénario. Grève, revendications, année scolaire perturbée, enfants qui perdent des mois d'apprentissage. Mais cette fois, quelque chose de fondamentalement différent est en train de se produire. La COSIDEP, cette structure de médiation sociale, a organisé un panel qui a réuni le ministre de la fonction publique et les représentants syndicaux. Et le résultat est remarquable. Le ministre n'est pas venu avec une posture de confrontation, il est venu avec une posture d'écoute active. Il a salué l'initiative de médiation, il a réaffirmé l'engagement de l'État à respecter les accords passés et surtout, il a transformé ce qui aurait pu être un énième bras de fer en un processus de co-construction. Ce n'est pas un détail, c'est un changement de paradigme. Le gouvernement d'Ousmane Sonko fait du consensus le moteur de la refondation éducative. Il ne cherche pas à écraser les syndicats, il ne cherche pas à imposer des décisions par la force, il ouvre le dialogue, il écoute, il négocie et il construit avec toutes les parties prenantes. Et ça, mes chers amis, c'est la définition même d'une gouvernance mature et responsable. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que l'une des manifestations les plus significatives de cette journée, c'est ce que j'appelle la convergence souverainiste entre l'État et les autorités religieuses. Et c'est un sujet que très peu d'analystes ont pris le temps de décrypter en profondeur. Regardez ce qui s'est passé simultanément dans deux cités religieuses. À Alouar, dans la région de Podor, lors de la Ziara, les autorités religieuses ont lancé un appel vibrant à l'exploitation des terres de la vallée du fleuve Sénégal pour offrir des opportunités à la jeunesse. C'est exactement, et je dis bien exactement, l'axe central de la politique de souveraineté alimentaire portée par le gouvernement. Au même moment,
Au Gamou de Ténéba, dans la région de Thiès, le calife a fustigé ce qu'il appelle la décadence numérique, les dérives des réseaux sociaux, la propagation de haine en ligne. Et encore une fois, cela rejoint parfaitement l'agenda de régulation numérique du gouvernement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces prises de position des guides religieux ne sont pas le fruit d'une commande politique. Ce sont des paroles spontanées qui viennent valider de manière organique la trajectoire de rupture engagée par l'État. Quand les piliers spirituels d'une nation s'alignent naturellement avec la vision de ses dirigeants politiques, c'est le signe le plus puissant de cohésion nationale. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire au Sénégal. Parlons maintenant d'un dossier que certains voudraient utiliser pour fragiliser le gouvernement. Les 76 agents du Fonds d'entretien routier autonome, le FERA, à Mbacké, qui réclament 9 mois d'arriérés de salaire. 9 mois. Alors, posons-nous la bonne question. Qui est responsable de cette dette ? Qui a laissé ces travailleurs sans salaire pendant des mois avant même que le nouveau régime n'arrive au pouvoir? C'est un héritage direct des déséquilibres financiers créés par l'ancien système de gouvernance. Et ce qui est révélateur, c'est que les manifestants eux-mêmes le savent. Ils ne rejettent pas le nouveau régime. Au contraire, ils interpellent directement le chef de l'État parce qu'ils ont confiance en sa capacité à rendre justice. C'est un test, oui, mais c'est un test que le gouvernement a les moyens de relever. Et la gestion de ce dossier, avant le mois sacré du Ramadan, sera un marqueur fort de la justice sociale promise par ce régime. Et puis, il y a Touba, la cité sainte, où le dossier de l'assainissement est un défi de longue date. À Féto, les habitants ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont reconnu publiquement les efforts de l'État. Les transferts monétaires aux sinistrés, l'assistance technique, tout cela a été salué. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait preuve d'une expertise citoyenne remarquable en identifiant le refoulement du bassin de Nguélémou comme la cause technique des inondations et en proposant des solutions concrètes, notamment la création de couloirs d'évacuation vers la vallée morte. C'est cela, la démocratie de proximité. C'est ce dialogue mature entre un État qui agit et des citoyens qui participent activement à la résolution de leurs problèmes. Et je ne peux pas terminer cette analyse sans aborder un autre mouvement stratégique majeur, la clarification opérée au sein de la coalition Diomaye Président avec l'exclusion de Bougane Diouf. Ce n'est pas un acte de purge, c'est un acte de cohérence. Le projet de rupture porté par ce régime ne peut pas tolérer les ambivalences, les doubles jeux, les pieds dans deux camps. Quand on s'engage dans une transformation aussi profonde que celle que vit le Sénégal, la loyauté au projet n'est pas une option, c'est une nécessité. Cette clarification du périmètre présidentiel permet de constituer un bloc majoritaire monolithique, cohérent, prêt à porter les réformes législatives fondamentales qui attendent le pays. Alors, quand on prend du recul et qu'on regarde le tableau d'ensemble, qu'est-ce qu'on voit? On voit un pouvoir qui sort renforcé de chaque journée, un pouvoir présent sur tous les fronts, international, social, éducatif, religieux, un pouvoir qui impose son rythme et son narratif. Et en face, qu'est-ce qu'on voit? Une opposition fragmentée, en retard sur les enjeux techniques comme l'assainissement, en retard sur les enjeux moraux comme la régulation des réseaux sociaux, une opposition qui reste confinée dans une posture de réaction plutôt que de proposition. Le contraste est saisissant. La multiplicité des revendications sociales que nous observons aujourd'hui n'est pas le signe d'un essoufflement du régime, c'est exactement le contraire. C'est le signe d'une réappropriation de la parole citoyenne. Sous l'ancien régime, les gens avaient peur de parler, peur de manifester, peur de revendiquer. Aujourd'hui, ils s'expriment librement parce qu'ils savent qu'en face, il y a un État qui écoute. C'est la preuve d'une vitalité démocratique intense et c'est la plus grande victoire de ce nouveau Sénégal. Pour les semaines à venir, 3 enjeux seront déterminants. Premier enjeu, le règlement des arriérés de salaire des agents du FERA avant le Ramadan. C'est impératif pour maintenir la paix sociale. Deuxième enjeu, la réouverture négociée du campus social de l'UCAD pour sauver l'année universitaire et honorer la mémoire de l'étudiant Abdoulaye Ba. Troisième enjeu, la consolidation parlementaire pour faciliter le passage des réformes sur la souveraineté alimentaire et la régulation numérique. Le Sénégal est à tournant, et ce qui se dessine, c'est un pays qui refuse de subir son destin, un pays qui choisit sa trajectoire, un pays qui se lève avec la dignité et la détermination que son peuple a toujours portée. Ousmane Sonko l'a compris, et c'est pour cela qu'il est là où il est aujourd'hui, à Addis Abeba, à parler au nom de 108 millions d'Africains de l'Ouest, pendant que son gouvernement tient la maison avec rigueur et humanité. Voilà la réalité du Sénégal en ce 14 février 2026. Et cette réalité, aucune propagande de l'opposition ne pourra la falsifier.